48 heures plus tard, je fais un tour en plein centre d'Alger, la rue Ben Mehdi. Pour ceux qui étaient là-bas avant, c'est la rue d'Izli, c'est le cœur d'Alger. Je trouve 2 tribunes. C'est quoi? C'est des tribunaux populaires qui vont juger des infidèles. Une liste de 36 000 personnes à exécuter circulait partout dans Alger. Et à ce moment-là, je dis oui, il fallait arrêter ce processus électoral et je l'assume. Et je suis prêt à dire la même chose au jour d'aujourd'hui. Les partis islamistes peuvent concourir dans une élection. Mais si un parti islamiste vient à gagner une élection et qu'il dit que la loi ou que la constitution sur laquelle je me suis porté candidat n'existe plus et que seule ma volonté existe, il me trouvera en face de lui comme il m'a trouvé en face de lui en 1991. Je n'insisterai pas plus, ça me semble un peu indécent de m'attaquer sur la question des droits de l'homme. J'ai passé, je ne suis pas de ceux qui s'émeuvent sur son sort, j'ai passé 3 années de ma vie dans un bagne pour que des islamistes soient défendus. Et puisque vous connaissez Ali Belhadj, demandez-lui qui a fait une grève de la faim en prison pour qu'il soit sorti du cachot. Nous étions dans la même prison, pas pour les mêmes raisons, je vous rassure. Pour qu'il soit sorti du cachot, disant qu'il a le droit de s'exprimer, y compris en prison. Je n'insisterai pas plus que cela. Alors sur la jeunesse. Alors, la première question oui. aussi alors, était sur la jeunesse, on entend cela. C'est quand même terrible qu'une problématique qui a fait dériver un combat pour la libération nationale qu'on a donné avec quelques excès, je le dis, comme exemplaire dans le tiers-monde, soit arrivée à cette impasse historique, parce que l'Algérie n'est pas simplement dans une crise politique, elle est dans une impasse historique, et qu'on vienne encore nous dire aujourd'hui qu'il ne faut pas parler, simplement parler, de ce qui est à l'origine de cette crise qui ensuite s'est déclinée sur les terrains sociaux, politiques, institutionnels, culturels, etc., etc. Alors quand vous me dites que le problème du jeune Algérien, c'est d'avoir un emploi, une formation, d'abord je vous dirais que lorsque les dirigeants algériens se débrouillent pour pervertir le système éducatif, il a peu de chances de disposer d'une élection de qualité. Je vais donner un petit exemple. Désolé d'être un peu long, mais c'est important. Dans les années 72-73, nous voyons que l'école était faite pour servir 2 collèges de citoyens. Il y avait l'école bilingue et l'école arabisée. Et on s'est amusé en tant qu'étudiants à lister les responsables du parti État. À l'époque, c'était le parti unique. Sur les 676, entendez-moi bien, dirigeants du parti ou de l'État, 672 sur 676 avaient mis leurs enfants au lycée Descartes, qui était un lycée français à l'époque, dans les écoles privées qui existaient à l'époque, en leur donnant des bourses à l'étranger, et seuls 4 les avaient mis dans l'école publique. Ce n'est pas une erreur. On peut faire des erreurs en politique, c'est une faute. On a organisé une boucherie institutionnelle pour que le peuple algérien soit pris en otage de la violence, de la stérilité intellectuelle et d'une performance qui ne le prépare pas à exercer des responsabilités. Alors quand vous me dites que le jeune Algérien demande à travailler, moi je vous dis que la première demande du jeune Algérien, c'est de rester vivant. Je suis persuadé que si on n'avait pas perverti l'éducation nationale, beaucoup d'Algériens seraient aujourd'hui vivants, et peut-être même dans cette salle, ils ne seraient pas montés au maquis pour tuer des gens, pour violer des femmes enceintes, etc., etc. Donc s'il vous plaît, ne répétons plus jamais ce genre de censure, parce que c'en est une, qui consiste à invoquer la demande légitime du jeune pour l'empêcher de disposer des instruments intellectuels, éducatifs qui lui permettent d'exercer son libre arbitre. C'est la priorité de tout. Il existe effectivement un syllogisme. L'islam est hostile à la laïcité. Or, la laïcité est indispensable à la démocratie. Donc, l'islam est incompatible avec la démocratie, ce qu'avait souligné M. Bianco. Est-ce que dans le monde... J'ai dit qu'il y avait ce raisonnement-là et que je ne le partageais pas, mais j'ai dit que ce raisonnement était présent. Effectivement, M. Bianco. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que dans le monde arabe, et particulièrement en Algérie, qui est en pleine mutation, en pleine métamorphose, va-t-on se moderniser
ou au contraire tomber dans un radicalisme islamique régressif, parce que le printemps arabe a par exemple été salué à la fois par les démocraties occidentales, mais aussi par les islamistes iraniens, le Hamas, le Hezbollah et Al-Qaïda. Il y aura forcément des déçus. Donc il y a la question que je souhaiterais poser, l'expérience de la Turquie dont avait fait allusion M. Bianco. L'AKP, qui est un parti islamique majoritaire, qui est au pouvoir depuis 2002, suscite une attention croissante de la part des pays arabes. Le modèle turc se compose d'un État laïque, dont a fait allusion M. Bianco, et il est démocratique, dirigé par un parti islamique plébiscité par son peuple, bien que non arabe. Votre question. La Turquie a effectivement fait un taux de croissance économique de 9%. Voilà, la question est-ce que les pays arabes ne peuvent pas s'engager dans un islam moderne, mais pas un islam archaïque, un islam moderne qui puisse s'adapter. Alors, un mot de Jean-Louis Bianco, puis la réponse de Saïd Sadi. Allez-y. Alors, je vais me concentrer sur la Turquie. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure et je veux insister. L'AKP est en effet un parti historiquement islamiste avec des positions dures sur, qui remettait en cause de fait, même s'il ne le disait pas dans les mots, le principe de laïcité introduit dans la constitution turque, d'ailleurs pas tout de suite par Kemal Atatürk, mais en 1937. L'AKP au pouvoir, c'était différent. C'était différent, c'est peut-être un peu la phase que l'on voit actuellement avec Enarda, mais au total, je suis moi plutôt inquiet de l'évolution de l'AKP en Turquie. Les choses sont compliquées, parce que c'est l'armée qui est la garante de la laïcité, et c'est en même temps l'armée qui a des pouvoirs occultes et des pouvoirs financiers. Donc le combat contre l'armée est aussi un combat contre la laïcité parfois. Mais quand je vois un certain nombre de propos des gens de l'AKP, je suis parfois inquiet, et comme à mon avis la démocratie et les droits de l'homme ne se divisent pas, je vois ce qui est fait aux quelques Turcs courageux qui essayent de soulever le problème arménien, je vois ce qui est fait aux Kurdes, et je me dis que là, on n'est pas dans ma conception de la laïcité. J'ajoute qu'il y a quand même des contre-pouvoirs étonnants en Turquie. Il y a quelques années, le gouvernement turc avait décidé, sous pression des islamistes, mais l'argument est fréquent dans le monde arabo-musulman, d'autoriser, non pas de rendre obligatoire, d'autoriser le voile, le foulard, à l'université. La Cour constitutionnelle turc a cassé cette décision en estimant qu'elle était contraire au principe de laïcité. Saïd Sadi. Oui, c'est un problème qui est récurrent. Quel type d'islam, jusqu'où peut-on aller dans la déclinaison politique dans les institutions de la religion? Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut appréhender le problème. Il faut simplement partir de choses très simples. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Il y a un certain nombre de règles qui structurent et doivent régir une société moderne et qui sont non négociables. Le principe de l'égalité des sexes, le respect de la minorité, le principe de l'indépendance de la justice, etc., etc. Ensuite, que le postulant à l'exercice du pouvoir, par conviction personnelle ou bien simplement par nécessité politique, essaye d'infléchir sa conception de la gestion de l'État dans un sens ou dans un autre, dès lors que ces règles ont été entendues et respectées, cela fait partie de la démocratie. Mais ce n'est pas parce qu'on se dit parti islamiste qu'on est plus islamiste que les autres. J'ai parlé tout à l'heure du FLN. Sidi Hamdozali avait raison. Si un parti islamiste, formellement islamiste, arrivait aujourd'hui au pouvoir en Algérie, il chômerait. Tout est fait. Tout est fait. En dehors du statut personnel de l'Arabie saoudite, le code de la famille le plus archaïque de la rive sud de la Méditerranée, c'est celui du FLN. J'ai fait des études de médecine. Dans les années 70, déjà, Losk Boumdien, condamné comme étant le révolutionnaire patenté du tiers-monde, essayait de disqualifier l'émergence estudiantine démocratique dans les universités, a fait des concessions énormes. Une espèce de fatwa est tombée sur la fac d'Alger qui était absolument remarquable jusqu'au début des années 70. C'était une des meilleures du bassin occidental de la Méditerranée occidentale. Interdisant à l'étudiant en médecine de travailler sur le cadavre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si jamais vous arrivez dans un pavillon des urgences, dans un hôpital algérien, et que vous avez le malheur de tomber sur un jeune médecin, il fera sa première suture sur vous. Donc ce n'est pas le fait qu'on dise islamiste ou pas islamiste, c'est la manière dont est réglée, régentée
la vie publique. La nouvelle constitution marocaine, qui définissant les paramètres identitaires du royaume, intègre la judaïté. Au moment où des journaux algériens ont publié en une ma photo avec Bernard-Henri Lévy, qui est un ami, en disant que ce monsieur s'est laissé commettre avec un juif, on disait même pas sioniste, et que c'était un appel au meurtre. Ce n'est pas officiellement un parti islamiste qui est au pouvoir en Algérie. Donc ça dépend de la manière dont sont posées les règles fondamentales, notamment la Constitution, de la façon dont on accède au pouvoir, dont on l'exerce et dont il est contrôlé. Le contrôle du pouvoir est un attribut consubstantiel à la démocratie. Alors, excusez-moi, mais je vais donner la parole à Mohamed Lagdar Amina qui voulait dire un mot, là, ici, devant moi, et Sid Ahmed Ghazali qui voulait réintervenir. Oui, mais je vous la donnerai aussi, mais attendez, mais j'essaye de faire au mieux. Oui, mais j'essaye de faire au mieux. Ici, s'il vous plaît, mademoiselle, allez-y. Allez-y. Moi, je voulais dire simplement une chose, c'est que... Vous voulez le micro? Je voulais dire simplement qu'il y a un an, pendant le festival de Cannes, la 3 avait organisé un débat entre des metteurs en scène, l'Algérien que j'étais, des Tunisiens, des Syriens, des Égyptiens, etc., qui venaient parler de leur révolution. Et là, on se embrassait. Quand on a terminé, j'ai conclu en disant simplement que les chemins de la démocratie... Parce que là, j'entends parler beaucoup de démocratie, de droits de l'homme, de ceci, de cela. Je reconnais quand même la force de caractère de Saïd Saadi. Je lui reconnais. Parce que pour moi, c'est l'équivalent de... Allah yarhamou, c'est mon cousin Mohamed Boudiaf. Tu vois, je te rends hommage pour ça, pour ta force de caractère. Ne crois pas que c'est fraternel, et j'en suis fier. Je dis simplement que les routes de la démocratie ne seront pas pavées de roses, premièrement. Deuxièmement, vous allez vous faire voler. D'abord, la démocratie avant tout, c'est une évolution. C'est pas, avant de parler d'évolution, il faut parler d'évolution chez nous. Les gens vont à l'école, ils apprennent, etc., etc. Et la démocratie est une culture. Et on n'a jamais vu bouturer la démocratie sur un régime, sur des régimes qui, depuis des décades, des décennies, je ne parle pas de centaines d'années, des régimes rétrogrades, passéistes, etc., etc. On ne peut pas. C'est pour ça que lorsqu'on parle de démocratie, il nous faut la démocratie. Ce n'est pas le fait de dire il nous faut la démocratie. Il faut se préparer à avoir la démocratie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je pense personnellement que quand on parle de parole du peuple, de ceci, de cela, je vais associer simplement, quand on te dit les pouvoirs ne sont pas les mêmes en Algérie ou machin, Bouteflika a le pouvoir, il n'y a aucun problème, c'est lui qui décide de tout, même peut-être de la ménagère d'à côté. Et Sarkozy, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose. C'est pour ça qu'il faut une alternative aux différents pouvoirs. Voilà, c'est tout ce que je tenais. Je tenais simplement à dire que les chemins de la démocratie ne sont jamais pavés de roses. Il y a des clous un peu partout et que pour parler sérieusement de la démocratie, il faut en être conscient. Saïd Saadi va vous répondre, mais comme monsieur est très énervé à côté, passez-lui le micro parce qu'il va m'accuser d'être un horrible censeur, donc donnez-lui le micro parce que ça va être épouvantable autrement. Allez-y, cher ami.